Bienvenue dans ce deuxième 56cast. Vous avez été très nombreux à adorer la première émission. Non, en fait, je déconne, on l'a enregistré juste à la suite de la première, donc en fait, on n'en sait rien. Ça se trouve, vous avez détesté, mais ça fait rien, on changera rien. Donc, pour ce deuxième 56cast, le quartier libre, dans le quartier libre, on a le plaisir de recevoir Tristan Nitto de Mozilla Europe. Bonjour Tristan. Bonjour. Tu viendras nous parler très régulièrement du web libre, du logiciel libre, des sujets que tu connais un petit peu. Oui, et c'est génial, j'en suis Ouais, ravi. c'est cool, et nous aussi on adore. Et Camille Gévaudan, donc d'écran, de Libération. Bonjour, mais du coup personne te présente si tu dis pas Erwan Cario. Bonjour au début. Je vous présente Erwan Cario. Bon, on Mesdames et messieurs, Erwan Cario. Ouais, il faudrait une voix off et tout, comme dans les... Veux, je peux faire ça aussi. C'est vrai? Ouais. Tu viens? Oh, c'est génial. Cool. On va faire ça, on t'enregistrera. De quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? On va parler donc du patron de YouPorn, Fabian Tillman, qui s'en va et qui revend ses parts pour 100 millions de dollars. Non, on va pas en parler. On va pas en parler. Okay. Par contre, on pourrait parler d'un bug de Skype qui est survenu chez des dizaines d'utilisateurs qui, tout d'un coup, ont eu leur logiciel en arabe, mais uniquement dans le comté de Herefordshire, en Angleterre de l'Ouest. Ouais, ce serait pas mal que ça passe à Toulon, tu vois, genre, ou Marignane, enfin, je sais pas, les comtés en angle, ouais, non, eux, ils s'en foutent. Okay. Et 23 millions qui ont réalisé en août un achat depuis leur smartphone. 23 millions d'Européens. Qui ont un an. C'est pas très intéressant, non? Non, on s'en fout aussi, c'est con. Et par contre, Twitter va entrer en bourse sur le New York Stock Exchange sous le symbole TWTR pour 1 milliard de dollars. On ne sait pas encore le milliard de dollars. Mais TWTR, T'as marqué sur la feuille. Ah oui, j'ai marqué sur la feuille. Mais enfin bon, on sait, ouais, le 15 novembre, 1 milliard de dollars, tout ça. Nous, en fait, on en parlera un jour, mais pas maintenant. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, oui, à cette occasion-là, en fait, quand Twitter a annoncé son truc, en fait, il y a une autre boîte qui s'appelle Twitter avec 2 E, dont l'action a pris 1000% le jour de l'annonce. Parce qu'en fait, ils sont passés de 0,60 centimes à 15 centimes, sachant que la boîte est quasiment fermée. En fait, elle n'existe pas, elle n'existe plus depuis 2008. Et l'action a pris 1000% parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont gourés, mais on n'en parlera pas non plus. Comme quoi, les boursicoteurs suivent vraiment bien l'actu, quoi. Ouais. Enfin, à moitié. Et c'est eux qui gèrent l'économie, hein. Attention, hein. On est en bonne main. On est entre bonnes mains. Attention, on a de la concurrence et Yahoo va lancer un site d'actualité sur les applications et les gadgets technologiques. Ah, le buzz du hashtag de Yahoo. On a de la concurrence. Selon des rumeurs, GarageBand pourrait devenir gratuit sur iOS. C'est fou ça. Mais On va en parler. Et sinon, selon une étude à la con... Non. Peut-être que je ne devais pas dire à la con. Selon une étude, le M consommateur français a moins de 35 ans et habite en région parisienne. Alors l'info, c'est qu'on dit M consommateur. C'est quoi un M consommateur? C'est un consommateur sur son mobile. C'est celui qui fait je sais plus combien de millions d'achats. Ah, c'est le même. Et le M consommateur est un con. Hein, donc voilà. On passe à l'actu. Cette semaine, on va parler... Ah oui, on va faire quand même le vrai sommaire. On va parler de Google, des données personnelles et de l'Europe et de la CNIL. Ça va faire beaucoup. On va parler de Firefox OS pour ta première. On t'a trouvé un sujet que tu maîtrisais un petit peu, hein, Tristan. Ouais, c'est gentil. Non, mais surtout, en fait, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on parle d'iOS, on parle d'Android. Et il y a d'autres trucs qui existent, d'autres projets qui essayent de se monter pour peut-être continuer cette idée de web libre. En tout cas, bon, on en parlera dans le quartier libre. Le potager du web, deuxième épisode de notre série sur comment faire plus de 1 million de vues avec des vidéos de chats. Et on va voir si les nôtres ont marché. Hein, suspense, j'aime bien faire ça. Et si on a le temps, on parle de quoi? On parlera de Line, un petit réseau social venu du Japon qui vient de lancer, qui débarque en Europe fort de ses 230 millions d'utilisateurs. Petit réseau social, c'est tu disais. Voilà, petit réseau social, ça s'appelle Line. Et on commence par l'actu. Donc l'actu, on en a parlé, on l'a dit, c'est une actu un petit peu volumineuse. On va parler d'Europe, on va parler de Google, on va parler de CNIL et on va surtout parler de données personnelles. Récemment, c'était le 27 septembre, il y avait la fin d'un ultimatum. C'est Google qui devait rendre un document à la CNIL expliquant pourquoi ces conditions générales d'utilisation, celles qu'il a lancées en janvier 2012, c'est-à-dire que vous êtes un utilisateur de Google, vous avez juste une page de CGU, de conditions générales d'utilisation, vous cliquez sur accepter, vous acceptez. 70. Avant, ils en avaient une par service, et ensuite, ils les ont toutes fusionnées en une seule. Ils en avaient une par service qui faisait 150 pages, et maintenant, ils ont tout fusionné, ils n'ont plus qu'une seule CGU qui fait une page.
Au moins. Enfin, une on est- page sur Internet, ça Ouais, scrolle. Hein. oui, c'est vrai. Pardon. Mais au moins, on est incité à la lire, ce qu'on ne fait pas. Mais le problème, c'est que pour tous ces services, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire Google+, c'est-à-dire Android, c'est-à-dire les Google Wallet, là où on peut mettre des sous, le Gmail, évidemment, Google Reader, ah non, pas celui-là, reste une piste. C'était en direct du Père Lachaise. Et pour tout ça, on ne signe qu'un seul truc, ce qui a eu pour le coup, ce qui a eu le bonus, je ne sais pas ce que j'allais dire, mais ce qui a eu l'avantage d'énerver un tout petit peu le G29. Hein. Ah bon Mais Oui. pourquoi Google fait ça? Est-ce que tu as compris pourquoi il faisait ça? Pour simplifier la vie de ses Ah utilisateurs. mais bien sûr, ça, oui, d'accord. Oui, C'est ce qui est voilà. marqué sur le paquet, mais à l'intérieur, il y a quoi? La vérité, c'est qu'ils peuvent fusionner les données personnelles qu'ils récoltent à travers les différents services pour les réutiliser dans d'autres services et croiser plus facilement. Par exemple, les données de localisation qu'ils récupèrent sur Google Maps, ils les croisent avec les données d'Android pour savoir où on habite, ils les croisent avec les vidéos YouTube pour savoir quelles sont nos vidéos préférées, avec les mails qu'on reçoit sur Gmail, et comme ça, ils peuvent réutiliser les données dans un sens ou dans l'autre. Et le jour où Mais, il y aura des elle est adblocks- encore plus intelligente qu'elle en a l'air. Tu te Hein, rends compte ça? c'est dingue. Non mais sérieux, c'est exactement ce que je voulais entendre. Nickel. Voilà. Et donc en fait, la CNIL, il y a eu depuis mars 2012, il y a eu toute une série de procédures. En Europe d'abord, le G29, qui a commencé par envoyer un petit questionnaire à Google. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, comment est-ce que vous croisez vos données, qu'est-ce que vous allez en faire des données personnelles, parce que vous récoltez des données personnelles de vos utilisateurs identifiés ou non identifiés, et qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Et Parce qu'ils n'ont pas le même objectif ouais. qui collectent des données de géolocalisation sur Google Maps, par exemple, ou des données Android, enfin, ou des données bancaires sur Google Wallet, ils s'en servent pas pour la même chose. Donc la CNIL dit, il faudrait que vous expliquiez quel est votre objectif précis sur chaque service, pourquoi vous les collectez, qu'est-ce que vous en faites. Réponse de Google, go fuck yourself. En gros, c'était pas exactement ça, mais c'était, ils ont dit, ben non, on voit pas le problème. On est pro, on ne fait pas de bêtises, on utilise très bien, enfin les internautes sont au courant de tout et on n'a pas de soucis. C'est plus simple et c'est plus pratique. Voilà. Et puis surtout, en fait, ils répondent à côté. Donc, premier questionnaire de la CNIL en mars de la CNIL et du G29. C'est la CNIL a été mandatée par le G29, qui est le groupement des CNIL européennes. Et premier questionnaire de la CNIL, Google répond et pas très satisfaisant. Deuxième questionnaire en mai. Oui, alors vous êtes gentil, mais vous allez nous répondre très précisément là. Google répond, mais toujours pas bien. Alors, en octobre, du côté du G29, il s'énerve un petit peu et il donne cette fois-ci un ultimatum de 4 mois à Google pour se conformer à la loi européenne qui, quand même, est assez protectrice sur les données personnelles. Ça, on va en parler parce que ça évolue. Oui, mais sinon, qu'est-ce qu'ils risquent si jamais Google, ils ont une amende, non? C'est ça? Alors, c'est un des soucis, et on y arrive, parce que ce dont je parlais, le 27 septembre, c'était le dernier des ultimatums, c'est-à-dire qu'ils devaient rendre, là pour la France, parce qu'il y a 6 CNIL européennes qui ont engagé des procédures contre Google, et pour la France, ils devaient rendre un document disant, voilà, on va s'aligner, soit, regardez, on respecte la loi. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont rendu encore un document où ils tapent à côté, et donc là, d'ici Noël... Expliquant qu'ils préféraient obéir à la loi américaine plutôt qu'à la loi européenne aussi. Hein. On peut choisir? Ouais. Alors ça, c'est le souci. Non, parce que moi, quand je me fais arrêter sur le bord de la route pour excès de vitesse, je fais non, je voudrais obéir à la loi du Nevada, si ça dérange pas, où il n'y a pas de limite de vitesse, vous voyez, C'est ça. par exemple. Moi, je suis Non, sur ça Internet, marche j'ai pas pas, de ça, avec frontières. les gendarmes. Et c'est d'ailleurs un des sujets où de quelle loi est-ce qu'on parle. Google a des clients en France, donc légalement doit se conformer, à la loi européenne. Et eux le contestent, mais ils pourraient avoir à payer une amende, 150 000 € au maximum. Mon Dieu! En France. Oui, c'est un des soucis. Ça va leur faire peur à Ça, Google, c'est le c'est budget sûr. dessert de la cantine de Google Paris, ça, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont des bons desserts, dis donc. Ouais, non, c'est correct, hein. Bon, C'est- sur l'année, quand même. Enfin, ça, en gros, c'est négligeable, quoi. Ouais, c'est négligeable. Et en fait, c'est tout le problème. Par exemple, de la CNIL, il y a eu une rumeur en septembre. Il y a eu une petite rumeur qui a été relayée notamment par les Échos, qui parlait de faire une amende proportionnelle au nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire au nombre Ah, là, d'infractions. ça commence à être plus significatif. hein. Au nombre d'infractions constatées, limité dans une nouvelle directive européenne à 2% du chiffre d'affaires.
Ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas du tout transposable en France. Il n'y a pas de class action entre guillemets en France, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors en fait, il y a aussi d'autres choses qui se passent dans le même temps. Parce que ça c'est le problème Google et les données personnelles. Et dans le même temps, en fait, il y a la nouvelle directive européenne, parce que la précédente date de 95. Un peu flou la précédente. Ça commence à être un peu vieux. Ouais. On avait limite Internet à l'époque. On avait limite Internet. Et surtout, en fait, il y avait l'histoire de consentement. On laisse ses données personnelles, on appuie sur OK. Mais c'était quoi le consentement de la case? Alors, il paraît qu'on avait le droit de collecter les données si on avait le consentement indubitable de l'internaute. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un consentement indubitable? Moi, je pense que c'est quand le site internet qui collecte les données estime que c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire le consentement indubitable. C'était tellement pas clair. On sait à peu près ce que ça veut dire indubitable, c'est qu'il ne laisse aucun doute. Mais le truc, c'est que il n'y a pas d'existence légale au mot indubitable. Et donc, en fait, finalement, les opérateurs... Par exemple, il y avait l'exemple... c'est pour ça qu'ils ont remplacé ça par des conditions d'utilisation qui sont imbitables. C'est ça. Voilà. Exactement. Ça. Mais on va le retirer au montage, ça? Non. Non, ça passe. Dans les conditions du direct, on t'avait dit, Tristan. Oui, non, on t'avait pas prévenu. Si, on t'avait prévenu en plus. Le truc, c'est que, par exemple, Amazon, sur les conditions indubitables, dit, bah ouais, l'internaute, il voit bien, par exemple, qu'en fonction de là où il clique, on lui propose des choses. Oui, on lui propose. Donc, indubitablement, cet article. l'internaute est en courant qu'on mémorise sa navigation. C'est indubitable, il est au courant, pas de problème. Encore faudrait-il que les gens sachent comment ça se passe, les cookies stockés dans les ordinateurs. Ouais, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, ils récupèrent beaucoup plus de données que simplement ce que tu tapes. Il y a tous les sites que tu visites avec Google Analytics, etc. Et ça, c'est fait de façon tellement transparente que les gens ne le savent pas. Jusqu'au moment où ils commencent à flipper parce qu'ils se mettent à voir des publicités contextuelles ou autres. Il y a des tas de gens qui ne pensent pas que Google lit leur mail quand ils utilisent Gmail. Et pourtant, la publicité qui s'affiche à côté... un rapport direct. Voilà, donc on ne peut pas tout à fait dire que ça soit indubitable. Et non, je l'ai bien dit, là, et c'est pour ça que le projet propose de remplacer par le consentement express. Explicite. Express aussi. Je comprends pas, mais explicitement, je suis d'accord. Oui, mais le consentement explicite à chaque fois que les données personnelles sont partagées avec un site tiers, notamment, et à chaque fois que les données personnelles sont emmagasinées pour un nouveau type d'utilisation. Ce qui imposerait, par exemple, je ne sais pas si vous avez installé déjà l'extension Firefox qui s'appelle Collusion, qui permet de voir où les cookies vont quand on sort sur un site. Tiens, ça va sur DoubleClick. Tiens, ça va sur sur Facebook. Sur Twitter, sur plein d'endroits, et ben en fait, il faudrait que l'internaute clique explicitement. Je suis d'accord pour partager mes données avec DoubleClick. Je suis d'accord pour partager mes données avec tel autre site. Ce qui va, alors il y a ce projet de directive est passé en commission au Parlement européen. Bon, c'est l'Europe, donc c'est hyper compliqué. Ça passera l'année prochaine au Parlement européen, puis au Conseil des pays européens. Mais c'est une loi avec en face des lobbies, des géants de l'internet. Ils ont déposé 4000 amendements à ce projet de directive européenne parce qu'ils veulent pas du tout de ce consentement explicite. Donc en fait, la technique, c'est de jeter un wagon d'amendements pour arrêter le processus. Ouais. Alors en fait, ça la technique. Mais il s'est passé un truc. En fait, au début de la discussion, les députés, notamment les députés libéraux de droite en fait du Parlement européen, avaient une tendance à reprendre les amendements des géants du web tels quels. Et puis s'est passé un truc, ça s'appelle la NSA, ça s'appelle Snowden. Et en fait, le côté, on est des géants de l'Internet, mais on fait que le bien des internautes, a pris un tout petit peu du plomb dans l'aile, surtout quand l'Europe a appris que la NSA avait écouté et avait lu les mails des députés européens, notamment. Et du coup, ils se sont un peu fâchés, et du coup, la directive est passée. Elle est passée lundi 21 octobre, donc la semaine dernière. Voilà. Donc autant, on va en parler, on va continuer. Bon, faut payer une bière à Snowden, hein, ça c'est sûr. Ouais, putain, on aimerait bien payer une bière à Snowden. Il a fait un sacré truc. Du coup, on va arriver maintenant au quartier libre. Parlons de Firefox OS. C'est lié, mais pas lié. Enfin, il y a quand même des points communs, hein, notamment. C'est pas directement lié, mais oui, en filigrane, des tas de choses qu'on a abordées là, on va retrouver ça dans Firefox OS. Mais avant, le passage traditionnel, on appelle ça la virgule what the fuck. Je ne sais même pas ce qu'on vient de voir. On vient de voir quoi? Une illusion d'optique. D'accord, on vient de voir une illusion d'optique. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas suivi. Et maintenant, c'est l'heure du quartier libre.
Quartier libre, deuxième semaine de quartier libre. Donc on reçoit cette fois Tristan Nitto. Tu seras Tristan Nitto de Mozilla Europe. Alors j'aime beaucoup. En fait sur ton profil Twitter, c'est par principal évangéliste de Mozilla Europe. On Firestarter. On Firestarter. Oui, oui. Wow. Oui, oui. Je suis boutefeu aussi. Évangéliste et boutefeu. Oui. C'est classe, hein. Ça veut dire quoi? Moi, personne sait, mais ça me permet de discuter dans les podcasts. Ah ouais, non, c'est super bien. Je suis hyper impressionné. Non, c'est en bout de feu, c'est pour démarrer des initiatives. D'accord. Évangéliste, c'est parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, j'aime bien raconter des choses qui sont importantes pour moi. Ça tombe bien. Donc, ça tombe bien parce que tu es ici pour nous parler du web libre, du logiciel libre, enfin voilà, de tout ce qui a, finalement de tout aussi ce qui a animé ton parcours depuis Netscape, depuis Mozilla. On connaissait Firefox. Bien, très bien même. On connaissait même les versions mobiles de Firefox qui sont formidables, en tout cas celles sur Android. C'est le navigateur le mieux noté sur Android. Ouais. C'est le navigateur. Et franchement, il est très très bien. Enfin bon, je fais pas de publicité. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais donc en fait, pour ce premier quartier libre dédié vraiment au web libre, au logiciel libre, voilà, sur les téléphones, on connaît iOS. Sur les iPhones, on connaît Android sur tous les autres smartphones pratiquement. Et en fait, dans la logique de continuer sur cette notion de web libre, Mozilla a décidé de se lancer sur le marché des OS de téléphone. Voilà, avec Firefox OS. Et ça date de quand? Quand est-ce que vous avez eu cette idée un tout petit peu folle? Il y a, surtout au début, c'était fin juillet, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. 2011, fin juillet 2011, un de mes collègues est arrivé et il a ouvert un répertoire sur GitHub et il a dit à cet endroit nous allons mettre du code qui sera celui d'un truc qu'on a appelé Boot2Gecko. Surnommé aussi B2G, B2G, par ses initiales. Et c'est là que ça va se passer. On va travailler de façon totalement ouverte. Et ça va être un système d'exploitation pour mobile. Et dedans, il va y avoir un noyau Linux tout en bas. Après, il va y avoir Gecko, qui est notre moteur de rendu, HTML. C'est en gros le cerveau de Firefox. Et puis par-dessus, des applications écrites en HTML. En HTML5, évidemment. Donc, vous allez avoir un téléphone et tout ce que vous voyez dedans, c'est un navigateur, c'est des pages web. Voilà. Et pourquoi? Alors, question complètement conne, hein, je préviens. On savait iOS propriétaire, Android, propriétaire fermé, Apple, Steve Jobs, tout ça. Je ferme pour faire la meilleure interface du monde pour mes petits utilisateurs que j'adore. Mes bilans, on ne sait pas ce qui se passe dedans, c'est fermé au maximum. Mais Android, c'est un petit peu les gentils. C'est bon, d'accord, c'est Google, mais Android c'est open source, c'est machin, c'est libre. Android c'est gratuit, c'est libre, non. Est-ce que tu connais ce graphique, ce dessin qui est sous licence Creative Commons où tu vois 2 cochons qui sont dans une porcherie et ils font t'as vu c'est génial, regarde on a un toit mais c'est gratuit quoi, tu vois on est hébergé gratuitement, c'est quand même la classe. Et t'as vu la bouffe elle est gratuite, c'est super, c'est quand même la classe. Bon mais les 2 cochons, en fait, ils sont en train de discuter du modèle gratuit sur Internet, tu vois. Et ils vont finir sous forme de saucisse prochainement. Et le cochon, c'est l'utilisateur d'outils qui te sont donnés par des gens qui font ça pour l'argent. Et en fait, tu n'es pas le client, tu es le produit. C'est ça. Et vraiment, je sais pas si on pourra passer ce truc à l'écran, mais c'est une belle illustration de ce qu'est un petit peu Android aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Android est gratuit et libre? C'est parce que ça ramène des utilisateurs à Google. Et maintenant qu'ils ont atteint la domination du marché, puisqu'ils doivent être à plus de 70%, pratiquement 80%. Voilà, de part de marché. Maintenant, ils sont en train de verrouiller le truc. Avant, ils essayaient d'être mieux que iOS en étant plus ouverts, et maintenant qui sont mieux en termes de part de marché, c'est moins important pour eux d'être ouverts. Il y a un très bon article de Ars Technica qui vient de sortir sur le sujet où ils expliquent en 4 pages mais bourré de détails comment en fait ils sont en train de verrouiller petit à petit toutes les parties et les rendre propriétaires. Tout ce qui était open source et libre, petit à petit, chlonk, et redevient propriétaire. Toutes les applications. En fait, et Ars Technica disait, mais en fait, Android c'est libre, sauf sur ce qui est important et intéressant. C'est ça. Et en face, donc Firefox depuis l'origine, c'était un peu le moteur. On se souvient Firefox et
s'est imposé face à iOS 6. À l'époque, iOS 6 qui avait 96-17% du marché et qui verrouillait Internet, qui avait empêché Internet d'évoluer, parce que ça faisait des années, plus de mise à jour et des trucs très propriétaires. Et en fait, Internet aussi savait vraiment verrouiller. Et Firefox est arrivé et a voulu. Le but originel, c'était de permettre de la créativité, de continuer à faire évoluer. On voulait faire sauter ce verrou. En fait, depuis toujours, pour nous, le web, c'est une promesse extraordinaire pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est un endroit où chacun peut s'exprimer, peut commencer à bricoler, bidouiller une application dans son coin et sans demander la permission à qui que ce soit, peut la mettre en ligne. Et peut-être qu'elle va elle va intéresser 3 utilisateurs, peut-être 1 milliard. Hein. Facebook, ça n'a pas démarré autrement. Et c'est ça qui est formidable. Par opposition à des modèles qui sont fermés, où on joue sur une plateforme propriétaire, où il faut payer pour participer, et puis il faut demander l'autorisation. Sur le web, on ne demande pas l'autorisation. Et aujourd'hui, l'informatique, elle est mobile. Hein. On pense que d'ici 5 ans, il va y avoir 2 milliards de personnes qui vont arriver en ligne. Et ces 2 milliards de personnes, ils vont pas découvrir l'Internet avec des PC, ils vont le découvrir avec des smartphones. Et ces gens-là, qui ont autant le droit que les autres à de la liberté numérique, ça serait mieux qu'ils découvrent l'informatique en général avec des plateformes qui leur permettent de faire des choses, d'être créatifs, plutôt que de tomber dans un modèle où ils achètent des applications qui peuvent consommer et être en consommateur. On veut pas d'une télévision 2.0 ou d'un Minitel 2.0 pour les 2 milliards d'internautes qui vont arriver en ligne prochainement. On veut un endroit où ils peuvent jouer, créer, utiliser comme ils veulent, personnaliser leur expérience. Et ça passe par des systèmes ouverts comme le web. Et donc le Firefox OS, donc basé sur du HTML5, c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant le HTML5 permet de prendre des photos, permet de la géolocalisation, permet finalement tout ce que permet de les applis. C'est clair que HTML au début c'était pas prévu pour ça, il manquait des fonctionnalités et donc on a créé des API, des fonctions qui permettent depuis une page web, par exemple, d'accéder au niveau de batterie. Est-ce que ma batterie est en train de se charger ou pas? Si on veut faire une bonne appli sur téléphone, ça peut être important. Est-ce que j'ai une connectivité Wi-Fi ou pas? Quelle est ma position dans le monde, la géolocalisation, etc. Donc toutes ces fonctionnalités qui n'existaient pas avant, on les a créées, on les a standardisées aussi au sein du W3C pour que ça soit pas juste Mozilla qui puisse s'en servir, mais que tout le monde puisse s'en servir. Parce que ce qu'on fait chez Mozilla, on est à but non lucratif. Hein. Il faut surtout pas l'oublier. On n'est pas un énième Google ou un Facebook ou autre. On est une organisation à but non lucratif. Et si on fait ça, c'est pour le web, c'est pas pour Mozilla en tant que tel. Comment je fais si je veux un Firefox OS? Mon téléphone Android, je peux le passer? Alors c'est pas facile parce que en fait il y a des drivers qui sont pas disponibles publiquement, qui sont pas libres, etc. Donc dans certains cas assez rares, on peut prendre son téléphone avec Android et le remplacer par Firefox OS. Ou bien en fait la meilleure méthode consiste à acheter en ce moment par exemple chez ZTE sur eBay, ils vendent leur téléphone sur eBay, eBay en UK, en Angleterre, ou eBay US. On peut acheter un téléphone des SIM-lockés avec Firefox OS installé dessus, et ce pour des sommes super raisonnables. Hein. Comme en fait on veut toucher les 2 prochains milliards d'internautes qui arrivent en ligne, et les 2 prochains milliards, c'est pas essentiellement des Français, c'est surtout des gens dans des marchés dynamiques ou émergents, et donc on fait des téléphones avec des partenaires chinois à des prix qui sont très raisonnables. Par exemple en Espagne, le téléphone il est vendu 69 €. Et avec 30 € de communication, et ce sans subvention de l'opérateur. Hein. Donc ça fait le smartphone à 39 € quoi. Et il est vraiment à toi. C'est pas, tu t'es pas engagé à payer des abonnements à 50 € pendant 2 ans. Hein. Donc ça fait des téléphones qui sont très bon marché. Le ZTE, on doit pouvoir le trouver, je crois, à 90 € ou quelque chose comme ça, des SIM-lockés. Donc c'est très raisonnable. Maintenant, c'est pas un iPhone non plus, quoi. Hein. Ça marche. Oui, ça marche très bien. J'en ai un. On peut passer des appels, envoyer des SMS, etc. Et surfer sur le web. Surfer sur le web. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui, au niveau du matériel, c'est du plastique, comme le 5C de chez iPhone. Donc c'est pas
un truc tout en verre et aluminium et que tu vas te faire mousser dans les soirées chic. Regarde, je peux le déverrouiller avec le télé. Tu veux dire qu'il n'y a pas une version en or? Non, il n'y a, pas une version mais non, mais ça, non, champagne. Mais ça va pas, Enfin, en même temps, un coup de peinture et on n'en parle plus. Hein. C'est vrai. C'est pas faux. Eh ben, merci Tristan pour ce quartier libre. On te retrouve d'ici un petit mois. Ouais, volontiers. Et puis tu nous parleras d'autres choses, du web libre et du logiciel libre. On passe au potager du web. Le potager du web, c'est là où on parle de la culture Internet. Je ne me lasse pas de ce titre. Et en fait, deuxième partie des chats. Bon, c'est la deuxième émission. On n'est pas du tout dans les clous. C'est pas grave. Donc, on va aller assez vite. Tu nous as expliqué c'est quoi les recettes. On a essayé de les appliquer. On va essayer d'appliquer des recettes pour faire des millions de vues sur nos vidéos de chats. Alors, première recette. Il y en a 4 en tout. Première recette, le chat mignon. Alors, soit le chat est mignon et en plus, il fait un truc mignon. Donc, par exemple, Surprise Kitty. Le double mignon cat. Exactement. Soit ils sont mignons parce qu'il y a plusieurs chats, parce que le facteur de mignonitude croît de manière exponentielle. D'accord. Avec le nombre de chatons. Soit le chat est mignon et il a un talent particulier. Alors nous, dans la catégorie chat mignon, eh ben, on a misé sur les 2 chatons. Comme ça fait plus de mignons. On regarde. Double. On l'a... Donc des chats qui se font des bisous. Voilà, et on l'a appelé French Kitten, French Kissing. Ça, en espérant, un petit peu, en espérant appeler beaucoup d'internautes avec ce titre, mais en fait ça n'a pas marché, les internautes ne sont pas venus, tout le monde se fout de notre vidéo, donc tant pis. On essaye une deuxième recette. Elle a fait... J'ai oublié de noter les scores, mais elle n'a pas dépassé les 5000, donc c'est absolument ridicule. Ouais. Ça veut dire que bon, les gens ils cliquent même pas sur play quand ils lisent notre article, quoi. Bref. Deuxième recette, on a essayé de la booster nous-mêmes. Deuxième recette, le chat a un talent. Alors soit il a un talent propre qui est l'unique ingrédient de la vidéo, donc genre le chat fou qu'on a vu la semaine dernière, le Very Hungry Cat, et ça suffit à faire une vidéo dingue. Soit ce que le chat fait n'est pas passionnant, mais il y a un rebondissement imprévu, du genre il y a 2 chatons qui se battent et là il y en a un troisième qui arrive et qui vomit. Donc du coup c'est très drôle. Ou alors le talent du chat est rehaussé par un certain anthropomorphisme, par exemple le chat qui se tient tout seul debout sur son canapé, il a un talent et ça ressemble à un humain. Il y a une si en plus il vomissait, t'imagines? Ouais, c'est ça. Mais en fait, la difficulté des chats avec du talent, c'est qu'ils n'ont pas un talent régulier tout le temps. Et puis on ne dit pas, tiens, mets-toi debout. Il faut le choper. Et en fait, ça ne marche que si tu passes ta vie à filmer ton chat. C'est ça. Et au moment où il a du talent, tu l'as en donc vidéo. il faut beaucoup le filmer. Ou alors il fait un truc, tu sais qu'il le fait sur commande et tu le provoques. Mais là, c'est vraiment, il faut avoir de la chance, il faut avoir le bon chat, quoi. Ouais, nous, en l'occurrence, on a eu un chat, enfin moi je le gardais pendant quelques semaines, qui avait la particularité, quand il était stressé, de grogner comme un cochon. On vous montre ce que ça donne. Je vous jure, j'ai pas doublé, c'est vraiment le chat qui faisait ça. Ceci dit, ça marche pas terrible non plus, mais c'est juste parce que les gens n'ont pas encore eu le temps de la voir. Hein. Oui. Ça va forcément décoller, elle est géniale. Troisième recette, l'anthropomorphisme. Alors, petit 1, l'anthropomorphisme au naturel, c'est très dur. Il faut que ça saute aux yeux, qu'on voit tout de suite que c'est un comportement humain. Genre Nora, le chat qui fait du piano, elle se met pas sur le clavier comme un gros boulet, elle se met sur le petit canapé et puis elle joue comme un humain, elle s'applique bien, elle fait ses gammes, donc ça c'est génial. Ou l'anthropomorphisme aidé par la mise en scène. Par exemple, vous connaissez ce chat qui fait 1, 2, 3 soleil, on cache la caméra, on revient et pouf, le chat avance. Et ça c'est parce qu'on cache la caméra et qu'on revient, qu'on a l'impression qu'il joue 1, 2, 3 soleil. Lui, il fait juste un jeu de chat, il connaît pas les règles. Oui, ensuite, l'anthropomorphisme aidé par le titre, par exemple Drunk Kitty. Si on n'avait pas dit qu'il était bourré dans le titre, en fait, on aurait juste vu un chat qui sort de chez le veto et qui est un peu dans les vapes. Mais là, du coup, on se l'imagine bourré et ça devient vachement drôle. Ou alors, l'anthropomorphisme doublé ou sous-titré, on rajoute des sous-titres à une conversation entre 2 chats, et du coup, c'est vachement drôle parce qu'on leur prête des intentions humaines. Nous, on a essayé de faire des sous-titres. On avait un chat génial qui répond quand on tousse, en fait. On tousse, il répond. Donc du coup, on l'a sous-titré, on a essayé d'imaginer ce qu'il disait. Voilà, il y a la vidéo en entier. Donc c'est celle-là qui a fait 1 million de vues.
Non, toujours pas. Hyper déçu. Par contre, celle-là, je l'ai envoyée à Qt Overload pour qu'ils la mettent sur leur site. Je leur ai dit, oh, regardez, c'est vachement rigolo ce que j'ai fait. On avait fait Ils une l'ont mis version sur leur anglaise site. aussi, hein. Ouais, on a fait une version en LOLCAT et ils l'ont mis sur leur site et du coup, ça l'a un peu fait décoller et elle est montée à 15 000. Ouh. Ça commence à être un peu bien. On peut pas dire que ça soit la folie non plus. Donc, quatrième recette, la super production. Donc ça, c'est, alors soit vous faites une espèce de court métrage avec un budget de ouf dont le chat est un figurant. Alors ça fait un peu comme dans le festival Cat Dance en fait. Ils font des fausses bandes annonces de films autour des chats. Finalement on voit très peu de chats mais comme on raconte une belle histoire autour ça marche. Ou alors on fait un court métrage avec des effets spéciaux genre le Medal of Honor 4 où t'as le chat qui fait la guerre. Ou alors carrément un court métrage musical où le chat met en valeur la bande son. Donc ça c'est par exemple la Mine Kitty Song qu'on écoute, non qu'on n'écoute pas. Parce que notre vidéo, on l'a écoutée la semaine dernière, c'est pour ça que je confonds. Et notre vidéo à nous, en fait, on a fait une référence au Roi Lion en filmant deux chats et on s'est un petit peu fait chier pour le montage pour que ça colle au poil. Au poil. Ah. C'est ça. Meurtrier, Simba, je t'en prie, par pitié, je t'implore. Et donc c'est là où on a fait 500 millions de vues. Simba. Non, 600 millions. 600. Je viens de regarder là. Ah oui, C'est fini, non? Faut qu'on passe à la rubrique suivante ou je suis vraiment obligée de t'expliquer combien de vues on a fait? On a fait combien? Dis-nous que non, t'as c'est- pris un râteau. Non, c'est ridicule, j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est Et donc c'est l'échec c'est total. juste une question de temps. J'ai envie de dire, juste pour conclure, que toutes les vidéos les plus vues du web ont commencé à extrêmement peu de vues et que tout d'un coup, au bout d'un an, au bout de 2 ans, elles ont décollé pour une raison qu'on ne comprend pas et qu'il va arriver la même chose au nôtre de vidéos, c'est obligé. Mais on ne sait pas quand. Eh ben, on a- sait pas quand, mais donc on vous préviendra. Donc On n'a pas peut-être que notre réussi, vidéo- mais on est quand même fiers. Franchement, le jour où Ouais, notre vidéo, c'est ça qui compte. ou une C'est de ça nos qui vidéos, le jour où une de nos vidéos dépasse dira. le million de vues, on Vous fera pouvez une nous aider émission- aussi, hein. Si vous émission pouviez aller la spéciale. voir, ça serait vachement Émission bien. spéciale. Bon, je vais tweeter. Ah, ah bah. T'as Merci combien de Tristan. followers? L'actu, si on avait le temps, on vous aurait parlé, de Line, 230 millions d'utilisateurs, c'est un réseau social sur téléphone portable. Et l'intérêt, c'est qu'il y a des stickers, c'est des gros smileys. Ouais, c'est des gros smileys, on s'envoie des stickers et plein de millions d'utilisateurs. Réseau social japonais post-Fukushima. Belle histoire, c'est à lire sur écran.libération.fr. Hein, voilà, comme ça c'est très bien. Et on finit comme d'habitude par la rubrique à poil. Donc, comme d'habitude, ça risque de faire doublon parce qu'on a déjà parlé de chats. C'est pas des chats, Ah non, mais c'est pas des chats, c'est des cochons c'est des cochons, mais ça a des poils. dans une baignoire. Ils sont mouillés. Ils sont mouillés. Ah, c'est sympa. C'est Bon, sympa. bref. Bah écoute, on va finir ça avec une vidéo de cochon dans une baignoire. Super, mouillée. tous à poil dans la baignoire. Tous à poil dans la baignoire. Merci Tristan y a pas de quoi. nous avoir accompagnés pour ce deuxième 56 cast. On se retrouve très bientôt pour parler de web libre avec toi d'ici un petit mois. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur libération.fr. Salut. Ciao. Ciao. Cochon, baignoire. C'est un peu ça, non?